Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle interview de ma série à la force du mental dans laquelle j'ai eu la chance de recevoir Laurent Rochette, ancien tennisman professionnel. Dans cette interview vous allez en savoir un peu plus sur lui, sur son parcours, vous allez découvrir que le tennis est un monde très compliqué, il est très difficile d'en vivre même quand on fait partie des 100 à 200 meilleurs joueurs du monde. J'espère que cette interview vous plaira et pourra vous inspirer à vous aussi réaliser vos rêves et moi j'ai plus qu'à vous laisser la découvrir. Laurent Rochette, ex-joueur de tennis professionnel français. J'ai été classé au mieux numéro 21 en France et 202e mondial sur le circuit ATP. J'ai eu la chance de participer à toutes les qualifications des tournois du Grand Chelem. Donc, j'ai joué une fois l'Open d'Australie, 4 fois Roland-Garros, 2 fois l'US Open, 2 fois Wimbledon. J'ai joué un paquet de bons joueurs qui sont devenus très forts par la suite, où j'en ai joué quelques-uns qui étaient déjà très bien classés. Et j'ai arrêté ma carrière en 2019. Et depuis, j'ai passé mon diplôme d'entraîneur en alternance à la Fédération française de tennis à Roland-Garros. Et maintenant, j'entraîne deux jeunes joueurs, une fille de 12 ans et un garçon de 13 ans. Je les entraîne à temps plein pour les aider à atteindre leur rêve de devenir joueur de tennis et joueuse de tennis professionnelle. Et de temps en temps, j'aide aussi des joueuses professionnelles. J'ai une joueuse américaine et une joueuse française que j'aide occasionnellement quand ils ont besoin un peu de support technique et bioméca. Et puis voilà, je crois que la présentation est déjà bien. Et vers quel âge tu as commencé le tennis? J'ai commencé le tennis. Apparemment, je tapais déjà des balles quand j'avais 3 ans. Mes parents m'avaient raconté cette anecdote que je faisais déjà plein de volées contre le mur de la maison. Comme ça, là, j'en faisais des tonnes et des tonnes et des tonnes. Et puis, j'ai été inscrit en club quand j'avais 5 ans. Et puis, j'ai jamais pratiqué un autre sport, en fait. J'ai fait exclusivement que celui-là depuis toujours. Et du coup, tu as eu cet objectif ou ce rêve de devenir tennisman professionnel à partir de quel âge? T'as toujours le rêve quand t'es enfant, surtout quand t'es pas trop mauvais, si j'ose dire. T'as toujours ce rêve, en fait, très rapidement, où tu t'imagines, tu vois, contre le mur de ma maison, j'ai gagné 10 fois Roland, 14 fois l'US Open et j'ai été numéro 1 mondial pendant des années. Mais voilà, après, ça a commencé à devenir plus sérieux, on va dire, quand j'avais 11-12 ans. Là, ben, comme j'étais toujours dans les 2-3 meilleurs Français de mon âge, la structure autour de moi a commencé à se professionnaliser. J'ai commencé à avoir des entraînements tous les jours. Il y avait une envie forte de ma part, mais après, c'est vrai que mes parents m'ont aussi aidé dans ce projet-là. Et c'est quelque chose, en fait, dans lequel tu es entraîné, en fait, à un moment donné. Une fois que la machine est enclenchée, en fait, ben, ça devient, j'ai envie de dire, très naturel, en fait, de faire ça. Mhm. Et quand tu es jeune, tu dis que tu as entraînement tous les jours à 11 12 ans, ce qui n'est pas allez, quelque chose de banal quand même pour un jeune. Comment tu arrives Non, ça n'est à pas du tout. vivre ça? Est-ce que tu le vis bien ou est-ce que tu as des sentiments de surentraînement ou parfois tu en as un peu marre et tout ça? C'était en fait quand on va dire jusqu'à mes 12-13 ans, ça se passait très bien. J'adorais jouer. Après, j'ai une mauvaise, comment dire, une mauvaise expérience avec un entraîneur à la Ligue d'Aquitaine de tennis. C'est un entraîneur quand j'avais 13 ans qui s'occupait de moi pendant 8-9 mois. Et ce gars-là, on va dire, ne m'a pas du tout aidé dans le bon sens du terme parce qu'au-delà, souvent les entraîneurs oublient quelque chose, c'est que oui, ce sont des enfants doués, mais ce sont aussi des enfants. Et on oublie en fait, ou des jeunes ados, et on oublie qu'il y a toute une construction psychologique, émotionnelle qui vient avec ça. Et je pense que cette personne-là, par exemple, a complètement mis de côté cette chose-là. Mhm. Et au-delà du fait que je pense que cette personne en plus ne m'a pas beaucoup aidé d'un point de vue tennis pur, elle m'a surtout pas aidé en fait d'un point de vue psychologique. Et c'est vrai que ça a engendré, on va dire, quelques années qui ont suivi, j'étais beaucoup moins heureux de jouer en fait, Ouais. clairement. C'est pas pour rien qu'on aperçoit qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont très forts, de jeunes athlètes, et puis après, quelques années après, une fois qu'ils arrivent à la vingtaine, ils sont plus là parce que trop de pression dès le début, quoi. Trop d'entraînement et tout Bah ça. ouais, exactement. Mais tu vois, c'est ce que j'essaie de faire avec les enfants que j'ai. Tu vois, par exemple, je prends le garçon. Le garçon, les parents en fait étaient étonnés au début quand je leur disais qu'il ne fallait pas jouer de tournoi à certains moments. Je pense qu'il y a une culture qui est pas forcément très
très bonne au niveau santé psychologique et physique, qui est de beaucoup, beaucoup jouer dès ces âges-là. Je suis impressionné du volume d'entraînement qu'ont les enfants dès 10, 11, 12 ans. Je trouve que c'est beaucoup trop. On est sur des volumes d'entraînement où les enfants s'entraînent 2 à 3 heures par jour, du lundi au samedi. Je trouve que c'est complètement de la folie. Et voire même plusieurs fois, il y a des journées qui sont doublées. Moi, je trouve que c'est la meilleure manière de créer des blessures. Je trouve que c'est la meilleure manière de dégoûter les gosses au bout d'un certain temps. Et oui, comme tu dis, après, ben, quand les enfants, ils ont 16, 17, 18, 19, 20 ans, ils sont cramés en fait. Ils ont déjà Mhm. beaucoup trop joué. Donc, moi, je suis plutôt avocat de faire attention au volume de tournoi, au volume de jeu. Tu vois, les enfants que j'entraîne, je mets souvent des plages de repos. C'est important. C'est très important, je trouve, de nourrir en fait l'envie de jouer. Et c'est très important exprès de mettre un peu de manque parfois, enfin Ouais. de les empêcher de jouer pour créer un manque en fait. Ça, c'est un truc que j'aurais aimé avoir vécu quand Mhm. j'étais un très jeune ado. Ouais. Et tu dirais que pour devenir pro, c'est quoi les obstacles ou les sacrifices que tu as dû faire Hmm. justement pour atteindre ce haut niveau? Alors, c'est vrai que quand tu es un jeune adolescent, le tennis est un sport en fait qui nécessite pour vraiment le maîtriser, et avoir un niveau fort un jour. C'est comme quand tu vas dans les conservatoires de musique. En fait, il faut jouer des heures et des heures et des années et des années. Et au bout de quelques années, déjà, tu apprends rien qu'à tenir correctement ton instrument et tu ne joues pas encore de manière virtuose. Donc oui, il y a un volume en fait de répétition, d'entraînement, de précision qui est très haut et qui nécessite que forcément il y ait des adaptations à ta vie. Et moi, j'ai eu des adaptations, c'est-à-dire que dès mes 12 ans, j'étais dans une école privée hors contrat avec l'État pour que je puisse avoir des horaires aménagés. Donc, j'avais école de 7h40 à 13h et l'après-midi, c'était entraînement. Tu fais pas les soirées le week-end avec tes copains quand ils t'invitent, ben, je pouvais quasiment jamais y aller parce que tu vas en tournoi à droite à gauche. Tu fais parfois des tournois qui sont à 2, 3, 4 heures de chez toi pour le week-end et tu reviens. Oui, la vie sociale, elle est impactée, ouais. Clairement, elle est Mhm. impactée. C'est pour ça, je pense qu'il faut faire très, très attention avec le volume en général sur des jeunes enfants parce que tu prends. Là, il y a une anecdote qu'on peut sortir. Il y a le film sur les sœurs Williams qui est sorti. Et Richard, le père, qui a donc tout œuvré depuis le début, a empêché Vénus de jouer entre ses 11 et 14 ans en compétition parce qu'il voulait qu'elle vive une vie de jeune ado normale. Alors, sans entrer dans un fait d'empêcher les enfants de faire des tournois pendant 3 ans, il y a quand même quelque chose d'intéressant à en tirer, je trouve. Mhm. Et moi, je n'aime pas en fait voir tous ces enfants, comme moi j'ai été, beaucoup trop jouer. À un moment donné, moi, j'étais clairement en dépression entre mes 13 et 17 ans avec le tennis. C'était trop, c'était tout le temps, ça n'arrêtait jamais. Et à un moment donné, tu n'as pas, personne ne te demande, mais est-ce que c'est vraiment ce que tu veux? Est-ce que tu aimes encore ça? Non, la machine est enclenchée et tu vas, tu vas, tu vas. Mhm. Et on ne pose jamais la question si c'est toujours ce que tu veux, en fait, Ouais. par moment. Ouais, je vois bien ce que tu veux dire. Et Mm. quand on voit il y a clairement de plus en plus d'enfants qui rêvent de devenir tennisman professionnel, tu dirais que c'est quoi le plus dur pour percer? Bah, déjà, je pense que le plus important, j'en parlais avec mon ancien entraîneur qui est le coach de Nadal depuis 15 ans, c'est Francis Roy. C'est le gars qui s'occupe de Rafa sur toute la partie de l'évolution du jeu, la technique, etc. J'ai eu cette discussion avec lui, qui est venue naturellement. Et il me dit que statistiquement, il y a à peu près par année d'âge environ 10 000 enfants qui veulent être joueurs professionnels. Et en fait, sur ces 10 000, tu vas en avoir un à 4 qui vont rentrer dans les 100 meilleurs joueurs du monde, ce qui est l'objectif en fait pour chaque joueur de tennis, c'est de rentrer au minimum dans les 100 meilleurs joueurs du monde pour pouvoir participer aux grands tournois. En tout cas, à une partie des gros tournois, parce que tu peux même pas participer à tous les plus grands tournois en étant seulement, entre guillemets, si j'ose dire, 90e mondial, ce qui correspond en fait à avoir un niveau mais complètement fou déjà. Et ouais, et en fait déjà, je trouve que pas assez d'enfants et de parents sont au courant que ben, l'enfant a quasiment qu'une chance d'y arriver. C'est factuel. Quand on a un pour 10 000, le Mhm. pourcentage n'est pas très haut. Et voilà. Et l'idée, c'est plus d'être dans un. Je trouve ce qui est plus intéressant, c'est d'utiliser le tennis en fait dans un axe de développement personnel, essayer d'être la meilleure personne possible, le meilleur athlète possible, et vraiment essayer au quotidien en fait de développer tes qualités et tous les soirs quand tu te couches, être meilleur que quand tu t'es levé le matin. Tu vois. Ça, c'est vraiment pour moi, je pense, un objectif que les parents et les joueurs devraient comprendre. Et justement, pour en termes de qualité, tu dirais que c'est quoi les qualités les plus importantes
pour être un bon tennisman, que ce soit physique ou mental? Parce qu'évidemment, à haut niveau, et même quand tu n'as pas Hmm. encore percé, le mental est primordial. Il y en a trois qui me viennent à l'esprit. C'est un, l'humilité. Beaucoup d'humilité. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il y en a beaucoup qui se voient très beaux, très forts, très vite. Mais toujours l'humilité aussi, et qui vient avec la deuxième qualité, de la soif d'apprendre. C'est-à-dire l'humilité de je n'en sais pas encore assez. Tu vois, et ça, c'est par exemple un truc qui habite Nadal depuis toujours. Il a toujours envie de s'améliorer. Toujours, toujours, toujours. Tu vois, Francis, il me disait, quand il s'occupe de Rafa, s'il y a des gens qui lui posaient la question, c'est quoi ton objectif cette année? Et ça va te faire rigoler ce que je vais te dire. Rafa, il disait, rester dans les 10. Rester dans les 10 meilleurs joueurs du monde. Quand tu vois la carrière de Rafa, c'est complètement ridicule. C'est comme si moi, je disais, arriver à garder une balle dans le terrain, tu vois. Enfin, je veux dire, tu sais que ce mec, il va rester numéro un, 2 ou 3 mondial au pire et qu'il va gagner des grands chelems. Mais il sait la difficulté du truc et surtout, il a mis en fait ses objectifs dans des bonnes choses qui sont la recherche de s'améliorer. Donc, je dirais ça, ouais, l'humilité, la soif d'apprendre et aussi quand même la foi que je suis capable d'être bon et je suis capable d'aller loin et je suis capable d'aller encore plus loin et de me dépasser au quotidien. Pour moi, Mhm. ces trois qualités-là, elles sont fondatrices. Ouais. Et je me demandais, en termes de mental, est-ce que toi, tu le travaillais quand tu étais joueur pro Mm. à côté, avec des Mm. livres, préparateur mental ou Bien autre? sûr, ouais. Mm. Ah oui, oui, bien sûr. J'ai travaillé en hypnose avec quelqu'un pendant des années ça débordait avec une certaine forme de psy aussi, parce que j'avais beaucoup de choses à voir en moi. Euh, j'ai beaucoup, beaucoup pratiqué à un moment donné la méditation aussi. Ça m'aidait énormément dans ma vie de tous les jours, mais j'arrivais pas forcément à faire le lien après sur le terrain. Ça, j'avais des difficultés avec ça. Ce qui m'a énormément aidé aussi, c'est en fin de carrière, ça a été de faire de la psy pure, en fait. Une vraie psy, en fait, pour aller comprendre mes mécanismes personnels, aller comprendre, en fait, pourquoi je réagis comme ça. Oui, de toute façon, je pense qu'actuellement, dans le sport d'élite international, tu ne peux pas, en fait, c'est comme si je te disais, viens, on fait pas de préparation physique. Ouais. Tu vois, c'est trop important en fait. Tu ne peux être fort physiquement que si tu es fort mentalement. Et pour être fort mentalement, il faut être au clair avec soi. Et euh, il faut vraiment aller en introspection personnelle, quoi qu'il arrive à un moment Ouais. donné. Je Ouais, pense, d'office. en tout cas. Ouais, clairement, d'office, le mental a une part hyper importante Hmm. aujourd'hui, ça, je suis entièrement d'accord. Pour moi, c'est plus que 85-90% du truc parce qu'en fait, même l'apprentissage que tu vas faire au niveau technique, l'amélioration de tes qualités physiques, en fait, si tu n'as pas la tronche à l'endroit, ça ne peut pas marcher. C'est juste pas possible. C'est Ouais, juste impossible. Tu peux pas. Donc, c'est pour ça déjà avoir les idées très claires sur ce que tu veux faire dans ta carrière, savoir c'est ça que je veux et qu'est-ce que je vais mettre en place autour pour que ça se manifeste. En fait, c'est ce truc autour avec les idées claires où là, justement la vision, le mental, la capacité de voir sur long terme va faire que tu vas être centré sur les choses essentielles, ouais, ouais, non, je clairement. trouve. Et tantôt, tu parlais que l'objectif de tout tennisman, c'était d'être dans le top 100. Je me demandais, est-ce que quand on est dans le top 100, on sait vivre pleinement du tennis ou à partir de quand on sait vivre pleinement du tennis? Alors moi, j'ai pas été malheureusement dans les 100, mais déjà quand tu rentres actuellement avec l'augmentation des prize money majeures qu'il y a eu lors des 4-5 dernières années, déjà quand tu es top 150, ça commence à être plus que décent. La dernière fois que j'ai perdu à Roland-Garros en qualification, pour avoir perdu au premier tour, j'ai gagné 2500 euros. Maintenant, pour perdre au premier tour, tu as 10 000 euros. Donc, tu vois, Ouais, il y a quand même une grosse différence. On est sur x4, tu vois. Et ne serait que quelqu'un qui participe aux 4 qualifications des tournois du Grand Chelem, tu as déjà brut, alors ça ne veut pas dire que c'est ce que tu touches, mais brut, tu as déjà environ, on va dire, 40 à 50 000 euros qui rentrent. ouais, Et ça, versus quand je jouais, c'était 10 000 euros les 4 Grands Chelems en moyenne. Si tu perdais au premier tour à chaque fois, c'est pas pareil. Donc je dirais que maintenant, quand tu es dans les 150 meilleurs joueurs du monde, tu peux commencer à vivre plus que décemment. Je pense que top 200, tu gagnes déjà un petit peu ou tu break even, tu es à peu près à zéro. Mais ce que je peux te dire, c'est que moi, en 2012, quand je fais ma meilleure année, je termine 202e mondial. Je fais moins 50 euros sur l'année en bilan. ah Donc je ouais, perds 50 euros en termes de. Alors que j'ai joué des grands chelems, que j'ai joué ce qu'on appelle des tournois challenger, c'est-à-dire la deuxième catégorie la plus haute du tennis mondial, où j'ai fait des demi, des quarts, des finales en double. Voilà, j'ai fait des matchs par équipe aussi. Parfois, j'ai été payé en match par équipe sur des sommes à 5 chiffres, mais ça coûte tellement cher
ça coûte tellement cher. Tu dois payer ton coach, les frais du coach. Si tu as envie de l'emmener avec toi, bien sûr, parce qu'il y a des gens comme moi je n'avais pas les moyens d'emmener mes entraîneurs. Euh, non, si tu veux vraiment avoir un coach à plein temps, avec toi du matin au soir toute l'année, il faut que tu aies 150 à 200 000 balles à mettre sur la table. Ouais. Donc, ça veut dire que si tu gagnes 300 000 euros, c'est du brut et à la fin, il ne te reste pas grand-chose. Hein, tu vois, Ouais, donc, non. ouais, je pense que top 100 maintenant, tu gagnes bien, mais il faut faire attention. Si tu choisis de réinvestir tout le temps ton argent avec des entraîneurs tu te dis, OK, je veux aller plus haut, plus loin, tu prends le risque en fait d'être dans la situation dans laquelle j'ai fini, c'est-à-dire avec rien. Tu Mhm. vois. Ouais, non, clairement, ouais, ça doit pas être évident à gérer mentalement, quoi. Non, c'est stressant. C'est Ouais. stressant. Hmm. Tu dirais que c'est quoi ton plus beau souvenir dans le tennis? Ah, j'en ai plein. En fait, même tu vois, si j'ai fini avec rien sur mon compte en banque, euh, je préfère 10 fois avoir eu la vie que j'ai eue qu'avoir été joueur de football professionnel et gagner 40 ou 100 000 balles par mois, sincèrement. Parce que j'ai été dans des endroits complètement improbables dans lesquels je ne serais jamais allé. Je pense pas que de moi-même, je serais allé au Nigeria. Je pense pas que de moi-même, je serais allé au Togo. Je serais pas allé, je pense, au Laos. J'ai voyagé dans 50 pays tout rond. J'ai rencontré des gens, enfin, j'ai mangé chez des gens qui étaient ultra, ultra, ultra riches. J'ai fait du foufou en Afrique, au Togo, tu sais, où tu fais la farine de maïs, là où tu fais des espèces de pain, ça s'appelle le foufou. J'ai des gens qui étaient super pauvres. Enfin, tu vois, ne serait-ce que d'un point de vue humain, les rencontres. Je me suis fait des amis pour la vie, tu vois, qui sont de toutes nationalités. Ouais, franchement, c'est tous ces souvenirs. Et puis, il y a un souvenir qui me vient, par exemple, c'est ma victoire 9-7 au troisième set en qualification à Roland-Garros contre un top 100. C'était le premier top 100 que je battais, où il y avait tout le public français qui était derrière moi dans ce premier tour des qualifs. Ça avait été un très bon souvenir. J'avais fini un peu tard, vers 8h30. Les gens étaient chauds bouillants. J'ai eu une victoire aussi en Thaïlande. J'étais le premier Français à avoir gagné un tournoi futur, qui est la troisième catégorie de tournoi en Thaïlande. J'avais plein de copains qui étaient venus me voir. Ils avaient même chanté la Marseillaise et tout, même s'il n'y avait personne, ils étaient là. C'était rigolo. Ouais, il y a beaucoup de bons souvenirs. Vraiment, je ne regrette rien de ce côté-là, au contraire. Et maintenant, j'aimerais Mm. savoir les moments justement les plus durs de ta carrière. Mm. Je crois que le moment le plus dur, ça a été en 2016, quand j'avais eu une blessure, en fait, une petite blessure, une petite tendinite, voilà, qui m'avait écarté des cours en 2015. C'était un peu chiant parce que je ne peux pas trop servir. C'était au coude. C'est passé, c'était guéri. Et je reprends en septembre 2015 et je joue mais super bien jusqu'à avril 2016. Vraiment, j'ai un niveau. Je sais qu'à ce moment-là, j'étais parti pour retourner en Grand Chelem. J'allais y arriver. J'étais vraiment sur une très grosse dynamique. Je jouais très bien. Le début 2016, je ne sais plus exactement, mais je crois que j'avais perdu que 3 ou 4 matchs et j'en avais gagné 20 ou 25. C'était énorme. Vraiment, je m'arrêtais jamais avant les demi ou la finale du tournoi à chaque fois. Et là, malheureusement, ça a été le pire parce que avril 2016, j'ai été percuté par un scooter dans les rues de Paris. Moi, j'étais à pied. Euh, et la personne a pas fait attention, en fait, quand moi, je traversais la rue. Et en fait, la personne m'a tapé sur le côté gauche. Donc, en fait, là, j'ai le coude. J'ai une marche d'escalier maintenant dans le coude. C'est-à-dire que j'ai la tête radiale qui, au lieu d'être ronde comme ça, elle est un peu Ouais. en angle droit. Donc déjà, ça m'embête un peu quand je veux faire du crossfit, ce genre de truc. Mais le pire, en fait, c'est que sur le choc, je n'en étais pas rendu compte sur le coup. C'est arrivé 3 mois ou 4 mois après. C'est en fait, j'ai 2 cervicales qui ont pris une bonne cartouche et ça m'a développé des douleurs, mais terribles. En fait, ça a duré 2 ans et demi aux cervicales pour vraiment les éteindre jusqu'à août 2018. Je ne pouvais pas faire un tournoi sans me reposer au moins une semaine après. C'est-à-dire que le service, c'était plus possible, quoi. Et ça a été dur parce que j'ai perdu beaucoup de masse musculaire sur le haut du corps. J'ai perdu beaucoup de force. Ça m'a fait rentrer dans les périodes de dépression, de doute qui étaient terribles parce que je jouais tellement bien sur cette partie de ma carrière, à début 2016. C'était pas là où j'étais le mieux classé, mais je pense que c'était là où je jouais le mieux quasiment. Et ouais, donc cet accident m'a fait beaucoup mal à la tête. C'est en partie pour ça que j'ai coulé après au classement. J'ai pas réussi à m'en remettre et que 2019, je prends la décision d'arrêter parce que j'ai plus d'argent, parce que j'ai consommé tout mon argent. Parce que comme je suis libéral, forcément, j'ai pas droit au chômage, j'ai pas droit aux assurances. Ils veulent pas assurer, hein, les gens de tennis, ils sont pas fous, hein, les assurances.
Donc ouais, j'ai perdu tout mon argent, j'ai perdu un peu mes derniers espoirs. Et 2019, je me suis dit, bon, bah, il fallait ranger la raquette fin 2019. Bon, après, j'ai eu de la chance, le Covid m'a aidé aussi à arrêter, on va dire. On va dire les mois qui ont suivi, quand le Covid a tapé, ça m'a un peu relâché l'esprit parce que personne jouait du coup. Ouais, Et, ouais, mais ouais, ça, je pense que c'était de très loin le moment le plus difficile, vraiment. ouais, je comprends, ouais, ça doit pas être évident Mm. à gérer, quoi. Et Bah maintenant, non. Mm. j'aimerais avoir ton avis sur le talent. Si tu y crois, si tu y crois pas, est-ce que si tu y crois, c'est suffisant pour toi pour réussir à haut niveau? Oh, bah, bien sûr que non. Après, le talent, c'est comment on définit le talent? Ça, c'est vraiment une question que j'aime poser aux gens. Euh, je prends en tennis, puisque forcément, c'est le sport que je connais le mieux. Tu as un Espagnol qui s'appelle David Ferrer, qui a été numéro 3, numéro 4, numéro 5 mondial des années, des années et des années. On parle quand même du mec numéro 3, 4 ou 5e mondial, quoi. Et tu vois, dans la presse, les gens en général, je pense pas qu'ils vont retenir que David Ferrer, c'était le mec le plus talentueux du monde. Il faisait 1m72 ou 1m73. En plus, il était petit. Il avait un jeu de jambes incroyable, des qualités d'aérobie mais énormes. Il avait un tennis magnifique. Il avait quasi aucun point faible. Même, je pense pas réellement qu'il en avait, à part sa taille pour le service. Mais voilà. Et ça, on va considérer que ce genre de personne, par exemple, est moins talentueuse que un mec comme Roger Federer qui fait 15 centimètres de plus. Tu vois, façon de parler, de faire 12 à 15 centimètres de plus. Voilà. Et puis aussi le fait que quand tu es né au Bangladesh, ton talent, il y a moins de chances qu'il se révèle que si tu es né en France ou en Suisse ou aux États-Unis. Tu vois. Donc il y a aussi donc le talent, je pense que c'est plutôt quand ce que les gens appellent le talent, je pense que c'est plutôt une certaine somme de travail, une certaine somme de capacité de coordination que tu as travaillé pendant des années, des années, des années, qui fait qu'à un moment donné, cette coordination, elle devient juste et elle se manifeste en fait. Ça, c'est ce Ouais. que j'appelle pour moi le talent. Certaines personnes apprennent un peu plus vite que d'autres sur certains paramètres. Par exemple, certains vont plus vite apprendre en jeu de gens, d'autres, ils vont plus vite sentir leur haut du corps. C'est très personnel en fonction des gens. Mais moi, la notion de talent où tu travailles pas et tu y arrives quand même, oui, il y aura toujours, tu peux toujours, les gens ils pourront toujours me dire, il y a une anomalie ou deux qui traînent. Il y a un Français par exemple qui est une anomalie dans le tennis, qui effectivement s'entraîne très peu, est connu pour ça et voilà, les gens doivent savoir de qui je parle. Mais ce gars-là, il n'y en aura jamais deux en fait. C'est pas possible en fait. Et encore, et malgré ça, il a forcément beaucoup travaillé dans son coin à un certain moment donné. Tu vois, c'est entre ce que dégagent les gens en termes d'image et la réalité de ce qu'ils font, il y a souvent un Ouais. décalage. Tu prends Nick Kyrgios par exemple, les gens croient qu'il s'entraîne pas alors que c'est le premier à être un buffle au fitness du matin au soir. Il adore ça. Donc Ouais. ouais, ça lui permet d'avoir des qualités physiques incroyables et donc de manifester quelque chose de fort. Mhm. Ouais, tu peux pas y arriver sans un certain volume de travail, une répétition, et pour moi, c'est là où le talent va se manifester. Et tu dirais que c'est quoi Mm. justement la différence entre quelqu'un qui va réussir au plus haut niveau et quelqu'un qui n'y arrivera pas? Bah, je pense qu'on peut revenir aux qualités fondatrices dont je t'ai parlé, l'humilité, la capacité, l'envie de progresser, tu vois. Euh, peu de gens sont assez humbles pour se dire, je suis pas assez bon en coup droit, je suis pas assez bon en revers, il faut que je progresse au service. Beaucoup de gens se voilent la face, j'en connais plein. Tu vois, même des Français que je connais bien, il y en a certains, ils veulent pas travailler, ils veulent pas regarder en face dans le miroir. Ok, j'ai des problèmes psychologiques à ce genre de moment dans le match, j'ai un problème en revers. Non, les gars, tu vois, ils vont te dire dès qu'ils font un bon match, ouais, ça y est, je rejoue super bien, tu vois. Et il y aura toujours Mhm. une excuse quand ils perdent. Donc, ça, je trouve que vraiment avoir cette capacité d'humilité, cette envie d'apprendre et cette foi en fait que c'est important en fait de rester dans ces choses-là sur très long terme et avoir la foi en soi qu'on peut s'améliorer. Je vois pas en fait comment on peut y arriver sans ça, Ouais. sincèrement. Ouais, non, clairement. Et j'aimerais avoir ton avis. Je trouve que aujourd'hui, dans notre société, il y a énormément de gens qui s'empêchent de réaliser les choses Mm. parce qu'ils se limitent, parce qu'ils ont peur de ne pas réussir, peur du regard des autres, peur de plein de choses. Qu'est-ce que tu dirais à ces gens-là pour justement Mm. qu'ils osent se lancer? Ben, c'est vachement intéressant comme question parce que je peux en parler. Moi, j'étais vachement centré sur le regard des autres sur trop de moments dans ma carrière. On aurait dit que j'étais resté coincé au lycée où tu essaies de voir ce que Jessica,
Fanny ou Kevin va te raconter, tu vois, comment ils te voient et tout, que c'est super important. Mais non, à un moment donné, on n'est plus au lycée, on n'est plus au collège. Il faut sortir en fait de ces trucs-là et ne pas oublier bah, qu'un jour la vie elle va s'arrêter et que la question que j'aime bien me poser, c'est quand j'ai 95 ans et que je suis dans mon lit de mort, comment j'aurais aimé me dire que j'ai vécu ma vie, tu vois. Et ça, je pense qu'à un moment donné, c'est important de reconnaître que voilà, j'ai ce genre de rêve. La première question, c'est est-ce que je peux vraiment y arriver? Est-ce que j'ai les ressources psychologiques pour y arriver? Parce que matériel, au bout d'un moment, tu les trouves toujours. Mais est-ce que j'ai les ressources psychologiques pour y arriver? Et à partir de là, qu'est-ce qui m'en empêche? Voilà, ça c'est la troisième question que je me poserai. Mais je pense qu'effectivement, il y a beaucoup de gens qui font des métiers par défaut, qui ont l'impression d'être coincés dans leur vie, alors qu'en fait, même moi le premier, j'ai l'impression d'être coincé sous certaines formes dans le tennis. J'avais l'impression en fait que je pouvais plus progresser à un moment donné. Ça, c'est la pire des sensations. Donc, je pense que c'est quelque chose qu'on peut relater sur la vie en entreprise. Euh, Sincèrement, c'est souvent de l'illusion et c'est juste en fait des pensées. C'est juste une croyance qu'on s'implante dans l'esprit qui nous empêche vraiment d'accéder à notre potentiel et à croire déjà qu'on a un potentiel. Chaque personne a un potentiel extraordinaire pour faire des grandes choses, sauf qu'en fait, certains d'entre nous, on accepte qu'on peut le faire et certains d'entre nous, on se persuade qu'on ne peut pas. Parce que quelque part, ça nous arrange aussi pour pas avoir à se confronter à nous-mêmes. Mhm. Bien Mm. résumé la chose, là. Je suis entièrement d'accord avec ce que tu as dit. Mm. Et j'aimerais savoir, avec tout ce que tu as pu emmagasiner comme expérience durant ta carrière, qu'est-ce que tu as pu apprendre sur toi ou sur la vie en général et que tu aimerais transmettre aux gens? Bah, en ce moment, il y a vraiment un truc, ça c'est un truc en ce moment que j'apprends énormément à travers un truc qui n'a rien à voir avec le tennis, c'est la patience en fait. Je me rends compte à quel point j'étais impatient, mais c'est un truc de fou. Je travaillais un truc, ça marchait super bien, il fallait que ça marche tout de suite en match. Ça ne marche pas comme ça. C'est quelle immaturité quand j'y repense, tu vois. C'est un truc de dingue en fait. À quel point on veut les choses tout de suite là maintenant et que si on y arrive une fois, on estime on doit y arriver maintenant et sinon c'est pas normal qu'on n'y arrive pas. C'est pas vrai. Tu vois, par exemple, ce matin, j'ai entraîné un jeune de Bordeaux qui a un joli petit potentiel, qui est, je pense, loin d'être révélé. Eh bien, on a commencé à travailler ensemble pour la première fois il y a 2 jours. Je lui ai demandé quelque chose sur son jeu de jambes. Il y arrivait très bien il y a 2 jours. Et ce matin, à la reprise, c'était très compliqué pendant le premier quart d'heure. Mais c'est normal, c'est pas ancré. Les choses, il faut les répéter encore, encore, encore. La patience. Tu vois, je trouve qu'il y a plein de businessmen aussi qui sont impatients, des gens qui se disent entrepreneurs. Et les gars, ils n'ont pas la patience d'attendre plus que 2 ans. Et s'ils ne gagnent pas direct 10 000 euros par mois, ils arrêtent et ils veulent faire autre chose. Tu vois, c'est le long run, comme on dit en anglais. Tu vois, c'est vraiment du long terme, tout ça. La patience, c'est vraiment une vertu, je trouve, qui est dans notre société moderne, avec tous les écrans, les réseaux sociaux, tout le stimulus qu'on a tout le temps. La qualité, la capacité, la qualité d'information qu'on a en 3 secondes et demie dès qu'on va sur son téléphone, mais c'est pas normal en fait, ça marche pas comme ça la vie. Une plante, ça pousse pas en 5 minutes. Un arbre, un chêne, ça met 100 ans à être à son top. Donc non, je trouve que la patience, c'est une qualité dont j'ai fait vraiment, j'ai vraiment manqué de cette qualité pendant très très longtemps. Et c'est quelque chose que j'aimerais vraiment inviter les gens à avoir parce que si vous voulez réaliser vos rêves, si vous voulez vraiment changer de vie, avoir vraiment une qualité de vie qui vous corresponde, ça ne peut pas arriver en 2 semaines. C'est impossible. Ça ne va pas arriver en 6 mois. C'est quasiment impossible. Voilà, ça va prendre 1 an, 2 ans, 3 ans où il faut s'informer, être dans le truc. Et en fait, l'objectif réel, c'est pas d'y arriver. Si par exemple demain je me dis je vais faire un marathon, c'est pas la ligne d'arrivée du marathon qui m'intéresse fondamentalement. Ça va être tout le processus que je vais mettre en fait pour arriver à la ligne d'arrivée du marathon. C'est tout ce truc-là qui va faire que je vais apprendre des choses et devenir une meilleure personne. Mhm. Voilà. Et ça c'est quelque chose vraiment. J'invite les gens et moi le premier hein, à continuer à travailler là-dedans. Tu vois, Ouais, non, vraiment la clairement. patience, les amis. Et voilà, c'est la fin de cette interview. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère qu'elle aura pu vous motiver à vous aussi vous lancer pour réaliser vos rêves comme Laurent a pu le faire. Encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Activez la petite cloche pour ne louper aucune de mes prochaines vidéos. À liker, commenter, partager la vidéo si elle vous a plu. Et moi, j'ai plus qu'à vous dire à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!